bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog un petit peu particulier parce qu'on va se faire ça en facecam. Voilà, j'ai plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Nous sommes quand? Nous sommes aujourd'hui lundi 2 mars, je crois. Donc voilà, aujourd'hui, oui, donc je vais vous faire ça en facecam parce que je vais vous parler un petit peu de notre projet touristique parce que ça fait quelques temps qu'on vous en parle mais sans trop vous en parler. Voilà, on voulait pas trop donner de détails. Et puis on se dit, finalement, voilà quoi. Et je vais vous compléter ça avec les nouvelles contraintes bancaires qui ont été mises en place depuis le mois de janvier. Parce que comme vous le savez, les taux des crédits IMO sont très très bas en ce moment. Et il y a eu tellement d'abus par le passé, hein, des banques ou des gens en général, je ne sais pas, voilà, mais toujours est-il qu'eux considèrent qu'il y a eu trop d'abus. Et du coup, la Banque de France a dit, c'est bon, on serre la vis, et il y a des contraintes de dingue maintenant, voilà. Et nous, on a rencontré une courtière ce matin, et je suis restée sur les fesses, parce que voilà, nous, la dernière fois qu'on a été à la banque pour faire voilà, une démarche en crédit, en prêt immobilier, c'était il y a 18 ans, et pétard, ça a changé, ça a changé, un truc de fou. Les règles, voilà, sont devenues un petit peu étranges, je dirais, bizarres même, enfin voilà, c'est... Bref. Voilà, donc toujours est-il, pour commencer, alors par rapport à notre projet immobilier, alors comme vous le savez, ici, on a acheté la maison il y a 2 ans, bientôt 2 ans. Un mois après, ouais, donc bientôt 2 ans. Et on a acheté la maison avec 2 hectares et tout. On avait un projet, enfin on a toujours un projet touristique. On voulait implanter des yourtes parce que voilà, on a 2 hectares, donc on a un hectare, ouais, on a pratiquement un hectare qui dort, qui en attente en fait, pour poser ces yourtes, sachant qu'on a une belle vue sur les Pyrénées. Voilà. Donc c'était un projet en soi qui était largement faisable. Sauf que, comme vous le savez, on a fait venir un architecte il y a combien de temps, 2 mois, 3 mois de ça, 3 mois de ça. Parce que par rapport à ce projet et par rapport aussi à nos travaux à nous pour la maison, il fallait d'office, il nous faut d'office un permis de construire parce qu'on dépasserait largement les 150 mètres carrés. Voilà, et là ça a été un petit peu la claque et la douche froide parce que l'architecte a vu des choses que nous n'avons pas vues. Et Dieu sait que pourtant, avant d'acheter cette maison, on a visité d'autres et tout, donc on peut pas dire qu'on a acheté la maison en désespoir de cause ou sans faire attention ou quoi que ce soit, mais voilà, il a vu des choses que nous, nous n'avions pas vues, et notamment que du point de vue perso, donc voilà, ceux qui ont déjà vu qui nous suivent sur les vlogs et qui connaissent notre maison, on a une maison typiquement gersoise, voilà, en L, donc ici les maisons sont majoritairement toutes pareilles, hein, les fermes gasconnes, voilà. Et nous, le but, en fin de compte, c'est que là, actuellement, la maison a fait à peu près 130 mètres carrés, mais nous, le but, c'était de rénover entièrement le L pour se faire une grande pièce de vie et 4 chambres. 4 chambres au-dessus de la pièce de vie. Sauf que l'architecte, il a dit c'est pas possible, c'est pas possible. En fait, on n'a pas fait attention, c'est que notre grange a un plafond très bas. Et comme disait l'architecte, en soi, faire les travaux, ça va le faire. Sauf que on va se retrouver dans le noir, quoi. Donc il faut faire des mezzanines, il faut pas faire autant de chambres. Lui, il en ferait qu'une. Donc ça change énormément la donne, quoi. Après au niveau touristique, sachant que là-bas, sur la parcelle qui reste, c'est de la zone agricole, ça on le savait, c'est non constructible, ça encore une fois on le savait. Donc du coup, il faut qu'on crée tout ce qui est sanitaire dans notre maison, et ça encore pareil, c'est tributaire de notre permis de construire à nous, parce qu'il faut que ça soit dans notre maison, avec une fosse bien plus grande et tout. Bref voilà, ça c'est pareil, on le savait, mais sauf que voilà, tout est tributaire de nous, les travaux de la maison. Qui vont coûter une blinde et prendre la blinde de temps aussi, et qui finalement ne nous permettront pas de faire les travaux de la manière qu'on le voulait en fait. Bref, l'un mis dans l'autre, c'est super compliqué. On a un hangar à disposition où l'on stocke les 2 voitures, mais c'est un hangar, donc voilà, transformer ça en grange ou en bloc sanitaire pour les yourtes, ça serait démesuré en termes de budget. Donc l'un mis dans l'autre, plus le petit burn-out que j'ai fait en début d'année, qui m'a bien remis les pieds sur terre, refaire prendre conscience de ce que je voulais et ce que je voulais pas. Moi personnellement, je crois
que... J'irai pas jusqu'à dire que je m'ennuie, mais faut que ça bouge en fait. J'en ai assez d'attendre, là ça fait 2 ans, et du coup on se retrouve pas bloqué, mais ça ira pas dans le sens qu'on veut. Et très honnêtement, là à la maison, alors ceux qui nous connaissent depuis longtemps savent qu'on habitait avant sur une station de ski du Haut-Jura. Alors ça, la station de ski, moi ça me manque pas, hein, parce que 6 mois sous la neige, voilà, hein, même si nos enfants kiffent et voilà, peut-être que des fois, voilà. Mais on avait une très très grande maison avec une pièce de vie de 50 mètres carrés en fait. Et dans la pièce de vie, je ne compte pas la cuisine, hein. On avait une cuisine qui faisait 30 mètres carrés, donc voilà, c'était immense. Mais ici, notre pièce de vie a fait 25 mètres carrés, c'est salon, salle à manger, 25 mètres carrés, et on a 15 mètres carrés de cuisine. Donc voilà, encore une fois, quand on a acheté, on le savait, mais on pensait que ce serait du provisoire. Et là, on se retrouve dans une situation où oui, on peut faire une pièce de vie plus grande, une cuisine et tout, sauf qu'il va nous manquer des chambres. Ok, les enfants grandissent, ils vont bientôt partir, et moi je pars du principe que même si les enfants vont bientôt partir, ils sont chez eux quand même. Et moi je tiens absolument à leur laisser une chambre. Donc voilà, l'un mis dans l'autre, ça coince. En fait, j'arrive pas, j'arrive plus en fait, je crois. Et je crois aussi que j'ai sérieusement envie que ça rebouge, j'ai envie que notre projet touristique il se mette en place. Donc voilà, et j'ai pas envie d'être bridée au niveau des dépendances, au niveau des bâtiments. Voilà, j'aime bien avoir toujours une roue de secours en fait, parce que voilà. Alors, on n'est pas des rêveurs, hein. Voilà, j'en vois certains me disent oui, mais à quoi s'attendait? Non, je m'attendais, voilà. On demande rien à personne et tout. Alors, pour info, on a payé cette maison cash, hein. Mais après, voilà, c'est vrai que la visite de l'architecte, ça a été un petit coup de massue quand même, parce que, voilà, encore une fois, c'est un professionnel, il a vu des choses que nous, on n'avait pas vues. Des choses que nous, il nous paraissait, tu vois, on se dit oui, c'est bon, ça va passer. Et lui, il dit non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible parce qu'il a l'expérience, il a le recul, et puis voilà, donc... et c'est vrai que oui, il a pas tort. Donc voilà. Donc toujours est-il que par rapport à notre projet touristique, dans l'idée, c'est de déménager. Hein, vous l'aurez bien compris. C'est de redéménager encore, donc renouveau changement de vie. Alors toujours avec notre potager, toujours avec nos chèvres, toujours avec nos poules, enfin voilà. Mais on a un projet touristique un peu plus gros encore. Comme vous le savez, moi je suis grande fan des yourtes, donc les yourtes sont toujours d'actualité, mais aussi on a un projet de chambre d'hôte et de gîte. Au moins chambre d'hôte en tout cas. Donc voilà, ça sera chambre d'hôte yourte ou chambre d'hôte gîte, ou chambre d'hôte gîte yourte. On verra comment ça se goupillera en fait. Donc on a déjà visité quelques biens. Moi j'ai eu un gros coup de cœur sur un ancien corps de ferme. Un corps de ferme avec une bâtisse du 18e avec des escaliers en pierre. Des moulures au plafond, enfin voilà, un truc d'une beauté, mais voilà. Bon, par contre, avec du boulot, quoi, hein, évidemment, voilà, mais à un prix qui va avec. Donc un prix qui allait bien, avec des possibilités aussi de gîtes, de chambres d'hôtes et tout, au niveau des dépendances et tout se goupille bien, donc voilà. On a une autre maison en vue aussi, plutôt typée château manoir. Donc là, vous allez me dire, c'est du plus haut, mais par contre, il n'y a aucun travaux à faire. Donc voilà, les chambres, les pièces sont déjà prêtes, de quoi faire les chambres d'hôtes, il y a déjà 2 gîtes existants, donc voilà, après c'est des calculs à faire. Alors maintenant, venons-en au calcul. On va parler de la partie financière et des contraintes qui ont été mises en place, des contraintes bancaires qui ont été mises en place depuis janvier 2020. Parce que encore une fois, comme je vous le disais, les taux IMO sont très très bas. Et la Banque de France a resserré la vis et toutes les banques du coup au niveau de leurs conditions. Et c'est un truc de fou. Donc, par quoi commencer? Donc, je sais pas, je vais peut-être vous faire un petit papier, j'en sais rien en fait. Alors, donc, au niveau des conditions, je vais vous faire un petit topo de ce que nous a dit la courtière. Parce que comme je vous disais, voilà, nous, ça faisait... la dernière fois qu'on a fait un prêt IMO, c'était il y a 18 ans. Ouais, c'est ça, pour notre précédente maison. On avait fait un prêt IMO. Teddy travaillait comme cuistot. Moi, je travaillais comme nounou, mais j'avais des revenus très très bas. On avait 3 enfants à l'époque. Et on avait les revenus d'un gîte en location saisonnière. Et les contraintes étaient totalement différentes. C'était un truc de dingue. Maintenant, au niveau conditions. Alors, je vous explique. Au niveau de la banque, alors non seulement le taux d'endettement, il est le même qu'avant. Donc le taux d'endettement, il est toujours de 33%.
Ça ne change rien du tout. Voilà, ça c'est les mêmes règles qu'il y avait d'avant. Donc voilà, le taux d'endettement, ça il ne change pas. Après, là où les choses ont changé, c'est un truc de fou, c'est le reste à vivre. Donc maintenant, quand vous faites un prêt IMO, la banque exige que vous ayez un reste à vivre. Alors le reste à vivre, c'est quoi? C'est tout simplement l'argent qui vous reste une fois que vous avez remboursé vos crédits. Donc quand je dis crédit, c'est les crédits IMO, c'est les crédits auto, même les leasing auto, hein, parce que même si c'est une location, c'est considéré comme un crédit. Les crédits perso, Cofidis, Sofinco, enfin toutes ces merdes là, si je peux me permettre. Voilà, tous les crédits. Donc c'est le reste à vivre. Et c'est là que ça se gâte. Pour une personne célibataire qui veut emprunter, qui veut faire un crédit IMO, il considère qu'il faut qu'il ait un reste à vivre de 900 €. Donc 900 €, pour eux, c'est ce dont un célibataire a besoin pour manger, payer sa mutuelle, ses frais d'électricité, d'eau, voilà, 900 €. Mais 900 €. On continue. Maintenant, pour un couple, donc un couple, voilà, marié ou pas, bref, voilà. Pour un couple, c'est 1200 €. Ça reste cohérent par rapport aux 900 €, hein, mais voilà. Pour un couple, c'est 1200 €. Encore une fois, juste pour les charges courantes. Il faut que le reste à vivre soit de 1200 €. Voilà. Et c'est là que ça se corse. Alors si vous avez le malheur d'avoir des enfants, alors évidemment, hein, je pèse mes mots, hein, c'est de l'humour, mais voilà, je vous explique. Si vous avez des enfants, il faut, à ce reste à vivre là, il faut rajouter 200 € par enfant. Donc nous, dans notre cas à nous, vous voyez, voilà, donc c'est plus 200 € par enfant. Donc nous, dans notre cas à nous, sachant que nous sommes donc en couple avec 6 enfants, il nous faut un reste à vivre de 2400 €. Voilà. Vous comprenez pourquoi ce matin, quand la courtière m'a annoncé ce chiffre, je fais oh, oh. Voilà. Parce que pour la petite info, nous on vit avec la moitié, hein, en fait. Hein. Donc voilà, la moitié nous suffit pour vivre à 8. Et quand la courtière m'a annoncé ça, j'ai dit, mais mon Dieu, c'est pas possible. Alors, autant je comprends tout ce qui est région parisienne, Lyon, les très grandes villes où la vie est très très chère. Je le conçois tout à fait, voilà. Mais non, par contre, c'est un chiffre national. Donc voilà, ici dans le Gers, enfin voilà, on fait des courses au marché, on n'a pas pour grand-chose. Enfin, je pèse mes mots, mais voilà, enfin nous, on voit la différence par rapport au Jura, on était en frontière suisse. On paye tout moitié moins cher en fait. Non, c'est un chiffre national. C'est comme ça. C'est la règle. Donc voilà, ce matin, elle a même tenté de faire une micro-simulation. Elle m'a dit non, mais c'est même pas la peine, vous rentrez pas dans les cases. Donc voilà. Alors, moi, ça m'a fait rire jaune. Après, on a compris, on s'est dit voilà, on a des plans B et tout, voilà. Mais c'est très très compliqué. C'est-à-dire que si vous êtes une famille avec 3 enfants, ce qui, voilà, moi je dirais pas que c'est le plus courant, mais voilà, une famille avec 3 enfants, il vous faut 1800 € de revenus, sans compter vos crédits de voiture et le crédit de IMO que vous allez devoir faire en fait. Donc c'est un truc de fou, parce que quand on sait que, enfin je sais pas, un crédit IMO en général, enfin la majorité des biens, maintenant ça tourne au moins autour de 1000 € de mensualité. Donc voilà, donc vous faites une famille avec 3 enfants, donc vous rajoutez 1000 € de loyer, donc ça fait 2008. Un crédit de bagnole, ça fait 300 €, je crois, hein, parce que je sais pas, nous il y a longtemps aussi, pareil, on a fait un crédit voiture, donc voilà. Donc vous arrivez à 3100. Voilà, 3100 € de revenus en fait. Voilà. Pour que vous puissiez emprunter, et il ne faut surtout pas que votre taux d'endettement soit supérieur à 33%. Il ne faut pas non plus avoir trop de crédit. Hein, voilà. Donc, moi, je dis vive la Suisse, quoi. Non, je déconne, mais bon, c'est le premier truc que j'ai dit à Teddy, quoi. On va retourner en frontière suisse. C'est pas possible. Enfin, voilà, là, les conditions sont drastiques. Petite précision aussi, dans ce reste à vivre, évidemment, ils prennent les revenus de la CAF. Alors, attention, donc les allocations familiales. Mais attention, ils ne prennent pas tout. Ils ne prennent les allocations familiales que pour les enfants qui ont moins de 14 ans. Donc dans notre cas, ils n'en prennent que 4 sur les 6. Ça me paraît tout à fait normal, parce que j'aurais que... Enfin voilà, déjà ils en prennent 4 sur les 6, mais si on fait un crédit sur 15 ans, ils grandissent, hein, les loulous. Hein. Donc voilà. Alors, par contre, je sais pas d'où est-ce qu'ils sortent leurs chiffres, parce que moi, ils m'ont trouvé 630 € pour 4 enfants.
Donc voilà, bref, voilà, ils ont leurs chiffres à eux, donc c'est comme ça. Donc voilà, mais oui, par contre, dans le reste à vivre, ils prennent les revenus de la CAF. Après, par contre, oui, je peux comprendre qu'il y ait eu des abus, enfin voilà, alors des abus au niveau des banques, des abus peut-être des particuliers, des gens qui ont emprunté, je sais pas, mais voilà, je peux comprendre qu'il faut entourer ça, et je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui ont fait des dossiers de surendettement à tout va. Certains parce qu'ils étaient dans le besoin, d'autres parce qu'ils ont fait n'importe quoi, et moi j'en connais, et, je ne citerai pas de nom, mais j'en connais, et puis il y a des trucs, je trouve ça trop facile dans la vie, mais bref. Ça, je peux le comprendre qu'il y ait eu des abus, voilà, mais là, par contre, enfin, les chiffres, voilà. C'est un truc de fou, quoi. Enfin, c'est, voilà, je sais pas, un reste à vivre. Ils considèrent quoi, que les gens les bouffent au resto tous les week-ends ou quoi? Enfin, je sais pas, mais voilà. 1200 € pour un couple, le reste à vivre. 900 € de reste à vivre pour un célibataire. Ah oui, autre chose aussi, alors nous, comme on a notre projet touristique, on va faire de la location. Alors nous, à la différence près, c'est que c'est pas de la location à l'année, c'est de la location saisonnière. Donc nous, ça va être de la location en chambre d'hôte, donc à la nuitée, en midweek, donc ça va être sur 2-3 jours, en week-end ou à la semaine. Voilà, ça va être des locations comme ça, ou plus long, voilà, sachant qu'on n'a pas le droit de dépasser les 3 mois légalement. Mais voilà, c'est des courts séjours en fait. Et toujours est-il que pour les locations à l'année, c'est pareil, dans les restrictions qu'ils ont mises en place, les banques ne prennent plus que 60% des revenus. Bam, voilà, c'est drastique. Donc ça fait mal. Et par contre, nous, on n'a pas eu l'info parce que la courtière connaissait pas du tout, voilà, au niveau location saisonnière, elle avait pas les infos. Donc là, j'ai lancé un petit appel sur Insta pour savoir si quelqu'un avait l'info. Donc nous, ce qu'on ne sait pas, c'est si en location saisonnière, hein, sachant que nous, quand on monte voilà, dans mes souvenirs, et là, de ce qui se fait encore, hein, de ce que j'ai vu sur Internet, quand on monte un dossier comme ça avec de la location saisonnière, déjà, on fait nos calculs. C'est déjà une moyenne en fait, parce que par exemple pour la chambre d'hôte, on considère que c'est une location, on part sur 15 semaines. Alors évidemment pour la chambre d'hôte, vous ramenez ça à la nuitée. Donc on part sur une location de 15 semaines sur 52 du coup, à 49 € la nuit. Ce qui est un prix moyen en fait, hein. Voilà, donc pour la chambre d'hôte, on sait que ça se fait comme ça. Pour les gîtes, il faut que je contacte les gîtes de France, Clés Vacances, etc. Tous les organismes comme ça pour un petit peu avoir leurs chiffres en fonction de la taille des logements, etc. Mais par contre, je sais pas si au niveau des banques, ils appliquent la même règle des 60% que pour la location annuelle ou pas, ce que je trouve qui serait pas logique. Parce que voilà, quand on fait nos calculs, c'est déjà sur une moyenne. Donc je sais pas, j'attends l'info, voilà. Par contre, là où il y a eu un gros changement aussi, qui est pas mal, je veux dire, c'est que contrairement à quand on a acheté il y a 18 ans, nous on a fait, à l'époque on avait fait 2 prêts. Pour notre ancienne maison, on avait fait un prêt IMO et un prêt travaux, parce que ça se faisait comme ça à l'époque. Donc on a eu un prêt IMO avec un taux de l'époque et un prêt travaux avec un taux plus haut, parce qu'à l'époque ça se faisait comme ça, et les taux ils étaient bien plus hauts. Je crois que le taux travaux, le prêt travaux il était à 7,90, quelque chose comme ça. Voilà, c'était énorme, sachant que le prêt IMO à l'époque il était à 4,90. Donc quand on sait que maintenant les taux ils sont à 1,40, la courtière nous a fait des simulations sur 1,40, sachant qu'en général c'est 1,15. Et nous à l'époque on était à 4,90. Ouais, c'était un truc de fou. Donc en prêt IMO. Et en prêt travaux 7,90 si je dis pas de bêtises. Ou 6,90, en bref, je sais plus. Mais c'était énorme parce que, enfin, on l'a vu quand on a quand on a vendu la maison et qu'on a remboursé le sol à la banque, on a fait avoir payé autant d'années et puis avoir tout ça remboursé, bref. Alors que maintenant, quand on fait un prêt IMO, on peut englober les travaux et on a le même taux, en fait. Voilà. Là, ils vous font une enveloppe globale, donc je trouve que c'est franchement top, parce que ça vous évite d'avoir des trucs, voilà, démesurés au niveau des travaux. Enfin voilà, nous, c'était dingue, quoi, le montant. Et pourtant, je crois qu'à l'époque, on avait emprunté que 20 000 ou 30 000 €. Je sais plus, mais c'était un truc énorme. Le taux qu'on avait, c'était énorme. Là, maintenant, ils englobent le tout. Autre point aussi, maintenant quand vous voulez faire un crédit IMO, peu importe que vous ayez de l'apport ou non, l'apport compte peu pour les banques. Ce qui compte pour la banque, c'est l'épargne. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? Eh bien tout simplement, c'est que certaines banques sont prêtes à vous financer jusqu'à 110%, donc le montant de votre achat plus les frais notaires, mais à condition que vous ayez de l'épargne, donc de l'argent de côté, pour pouvoir rembourser votre prêt en cas de coup dur. Pourquoi? Eh ben moi j'en pars du principe, et c'est ce que Teddy m'a dit dans la voiture, c'est tout simplement, c'est que les banques elles veulent vous prêter
le max possible et que au cas où ils veulent que vous ayez de côté s'il y avait un pépin en fait. Donc voilà. Donc c'est là aussi d'où le fait que nous du coup on va vendre la maison pour pouvoir avoir de l'épargne et que ça passe bien parce que sinon si vous empruntez, parce qu'admettons vous avez de l'apport, vous financez tous vos frais de notaire en perso et vous faites un crédit IMO pour le reste, enfin pour le bien immobilier en lui-même, mais si vous n'avez pas d'épargne qui ne passe pas. Voilà, c'est très rare maintenant. Ils veulent de l'épargne, ils veulent enfin voilà, ils veulent pouvoir se retourner. Sinon, bah attendez 6 mois que ça se tasse. Parce que comme disait la courtière, il va falloir qu'il lâche un petit peu de bride, parce que là, ça a été peut-être trop de conditions, trop sévères en fait. Là, à l'heure actuelle, voilà, ça devient très très compliqué. Enfin, franchement, c'est plus des revenus, quoi. Je veux dire, parce que du coup, enfin voilà, nous, dans notre cas, à nous, sachant qu'on est 8, il faudrait que du coup, si on veut emprunter pour une maison classique, admettons, si on fait un crédit IMO de 1000 euros, ce qui n'est pas non plus énorme, hein, 1000 euros, un crédit IMO avec 1000 euros de mensualité, ça fait pas non plus une maison de dingue, hein, mais bon, voilà. Admettons, du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ait 3400 euros de revenus. Et je parle même pas si en plus on a un crédit voiture. Donc voilà, c'est assez démesuré. Donc là, même là, un reste à vivre de 2400 euros, mais voilà. Nous, on arrive à vivre avec la moitié, quoi. Donc voilà, quoi. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Nous, personnellement, on est toujours retombés sur nos pattes. Enfin voilà, on va pas se laisser décourager. Hein, parce que ce projet, moi, personnellement, il me tient à cœur. Teddy, ça lui fait très envie aussi. Après, dont l'idée c'est de rester grand max 1 heure là autour de là où on habite actuellement. Donc voilà, mais oui, ça va décaler, donc il faut qu'on vende la maison, qu'on prenne une petite location et qu'après on trouve un bien qui puisse concilier toutes nos exigences familiales et nos conditions de revenus, parce que dans l'idéal, il faudrait trouver un bien qui s'autofinance en fait, chose qu'on avait déjà trouvé, mais là voilà, avec le truc du reste à vivre, ça nous a fait un coup de massue, donc il faut retrouver encore autre chose. Et puis de toute façon, du coup, au final, on a du temps parce qu'il faut qu'on vende notre maison avant. Donc voilà, mais c'est vrai que oui, en toute honnêteté. Après, oui, voilà, la question s'était posée de savoir si on vendait notre maison ou si on la mettait à la location. Et du coup, bah, par rapport à toutes les nouvelles contraintes bancaires qui ont été mises en place, et certainement que celle-là va rester, comme disait la courtière, de toute façon, d'office, il faut de l'épargne. Donc, parce que si on décide de mettre notre maison à nous, en location, et nous expliquer que la banque d'office va nous exiger 1 an de recul pour avoir 1 an de recul sur les loyers en fait. Donc voilà, pour se faire une marge de sécurité en fait. Alors ça veut dire que du coup, il faut que nous on mette en location pendant 1 an, qu'on soit nous-mêmes en location, enfin qu'on loue autre chose nous-mêmes pendant 1 an, enfin c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, donc voilà. Donc non, du coup, voilà, on attendait ce rendez-vous-là pour décider si on la mettait en location ou si on la vendait, et du coup, non, on va la vendre. Comme ça, nous, ça nous permettra de faire notre épargne, et puis aussi de financer certains travaux, comme par exemple une piscine, s'il n'y a pas de piscine à l'endroit où on trouve la maison d'hôte, enfin voilà. Donc des petites choses comme ça, mais oui, d'office, il faut, dans les conditions, il faut aussi de l'épargne. Et ça, c'est voilà, les nouvelles règles depuis janvier 2020. C'est assez drastique quand même, je trouve, en termes de revenus, enfin de reste à vivre. Ça voilà, moi personnellement, ça m'a traumatisée. Hein. Moi personnellement, voilà. Quand elle m'a annoncé ça, la courtière, j'étais rouge. Ça a chauffé dans ma tête. J'ai dit, c'est pas possible. 2400 euros, c'est un truc de fou. Alors après, attention, hein, moi ce que je vous dis là, ce sont toutes les infos qui nous ont été données ce matin par la courtière en fait. Il s'avère que a priori, il y a quelques banques qui font exception, notamment le Crédit Agricole qui est un petit peu moins exigeant sur le reste à vivre, des choses comme ça. Mais voilà, faut pas prendre non plus pour argent comptant, c'est le cas de le dire. Ce que je vous dis, là, voilà, ce qu'elle nous a donné, c'est la généralité, c'est ce qui se fait dans la majorité des banques et ce qu'elle voit, elle, au quotidien, et ce qui nous a été dit aussi autour de nous par rapport aux témoignages que j'ai eu sur Insta. Voilà, c'est compliqué. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère ne pas vous avoir mis trop un coup de massue parce que c'était pas le but. Voilà, c'était juste voilà, après qu'en dire, je pense que la meilleure solution c'est de soit frapper à toutes les portes. J'ose dire, si vous croyez en votre projet ou en votre rêve, faut foncer.
pourvu que vous ayez des choses concrètes à montrer. Surtout ayez un dossier béton, pas de crédit à tire larigot, enfin voilà, hein. J'ose dire, déjà voilà, si vous avez un crédit auto, voilà, faut rester raisonnable quoi, faut rester raisonnable mais montrer le dossier le plus béton possible parce que encore une fois ils sont quand même très très exigeants. Au pire des cas, décalez de 6 mois, attendez de voir que les choses se tassent si vraiment vous avez un doute. Et puis voilà quoi, mais après faut pas perdre espoir. Et toujours est-il que oui, les choses se sont corsées là depuis le mois de janvier. Donc voilà, nous en tout cas, cette visite était utile parce que ça nous a permis un petit peu de réviser par rapport à ce qui se faisait maintenant. Donc sur ce, j'arrête de vous embêter. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Pour continuer à suivre nos aventures, hein, notamment parce qu'il va y en avoir quand même arrivé. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Salut, salut!